Alors, bonjour à tous. Tout le monde m'entend bien? Oui. Donc, mon nom est Julien Bergeron. Je suis le président du mouvement des étudiants souverainistes de l'Université de Montréal. Je vous remercie grandement de vous être déplacés en si grand nombre. Merci beaucoup. Je vais commencer tout d'abord par vous expliquer les règles de comment ça va se passer. Donc, tout d'abord, la conférence va durer à peu près une quarantaine de minutes et ensuite, on ouvrira une période de questions d'environ 15 minutes, puis sans plus en raison des contraintes quant aux heures de cours. On sait, on est entré ici très rapidement, il va falloir le faire très rapidement aussi parce qu'on ne peut pas faire manquer des heures de cours aux étudiants. Donc, les questions devront être courtes et claires, de sorte que la réponse soit du même ordre. À ce sujet, j'agirai à titre de médiateur, si ça convient à tout le monde. Excellent. Donc, tout d'abord, commencer par dire que l'indépendance est imprescriptible. C'est la réponse que j'ai donnée d'ailleurs à un étudiant curieux de savoir combien de référendums seraient nécessaires pour considérer que l'idée de la souveraineté du Québec est désuète. L'indépendance est imprescriptible en ce que son idée n'appartient pas à une génération en particulier. Ce n'est certainement pas non plus une idée folklorique. Elle est bel et bien contemporaine et pour moi, c'est simplement une bonne idée. À ce sujet, tant qu'il y aura une nation québécoise, la question de cette nation se posera. Mes grands-parents se sont démenés pour la reconnaissance de cette nation. Mes parents se battent encore aujourd'hui pour son émancipation. Je le fais également. Et s'il advient que nous ne réussissions pas, j'espère de tout cœur que mes enfants et mes petits-enfants poursuivront le combat. Maintenant, je comprends que certains ne seront pas d'accord. Et c'est le principe même du débat sur ce sujet qui nous a gouvernés lors de l'organisation de cette semaine de la souveraineté. Le but du MÉSUM était tout d'abord de promouvoir l'idée d'indépendance au sein des instances étudiantes, et ce à tous les niveaux. Mais il s'agissait également, surtout, je dirais même, de susciter le débat dans la communauté universitaire, un débat trop souvent oublié et démonisé dans la recherche de ce que certains nomment la sacro-sainte rigueur scientifique, comme si la souveraineté comme concept et le souverainisme comme idéologie ne pouvaient constituer un débat universitaire de haut calibre. C'est donc ainsi que le MÉSUM, depuis maintenant plus de 15 ans, organise des semaines de l'indépendance où divers invités viendront traiter de souveraineté. En mon nom et celui de tous les exécutants du MÉSUM, je tiens à vous dire que nous sommes fiers du calibre des invités et nous avons travaillé fort à la réalisation de cette semaine et nous croyons que vous ne serez point déçus. Sur ce, sans vous faire attendre plus longtemps, je vous prie d'accueillir la députée de Charlevoix, la chef de l'opposition officielle, Mme Pauline Marois. Bergeron de cette présentation qui est fort passionnée et nous avons besoin de passion pour que le débat que vous entreprenez aujourd'hui, qui est le combat pas seulement d'une génération mais de tout un peuple, nous mène à la réalisation de notre objectif et de celui de nous donner un pays, notre pays, le Québec. Je voudrais d'entrée de jeu saluer Mathieu Traversy, député de Terrebonne, qui est porte-parole en matière d'affaires étudiantes, qui est avec nous aujourd'hui. Qui est député de René Lévesque et porte-parole en matière de travail, qui est avec nous. Et François Blanchet, qui est député de Drummond, qui est porte-parole en matière de langue et de communauté culturelle et immigration, qui est avec nous. Je sais qu'il y a des membres du comité d'action politique des jeunes du Parti québécois. Je vois M. Banville qui est là, qui a probablement de ses collègues qui sont avec lui aussi. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Alors, vous savez que depuis longtemps, je suis profondément convaincue que notre peuple a tout à gagner, à se tenir debout, à prendre ses propres décisions et à vivre en toute liberté. J'ai cette conviction chevillée au corps et je peux vous dire que j'y travaille depuis longtemps, depuis très longtemps. Ces temps-ci, les adversaires de la souveraineté voudraient nous convaincre d'abandonner notre projet. Sous quel prétexte? Sous prétexte que les Québécois n'en veulent pas. Or, moi, je vous dis, et je vous entends aujourd'hui d'ailleurs,
je vous dis que ce n'est pas ce que j'entends. Ce dont les Québécois ne veulent pas, c'est du Canada de Stephen Harper. Si nous faisions d'ailleurs aujourd'hui un référendum sur notre volonté d'appartenir au Canada conservateur, le Canada actuel, je suis convaincu que nous obtiendrions une solide majorité pour le non. Non au Canada de Stephen Harper. La seule alternative donc à ce Canada, c'est quoi? C'est un pays québécois. Daniel Payé, le chef du Bloc québécois et moi-même, nous sommes très déterminés à travailler main dans la main, à faire en sorte que le travail accompli par le Parti québécois et le Bloc québécois soit le mieux coordonné possible. J'ai annoncé d'ailleurs avec lui il y a quelques minutes à peine la création d'un comité de stratégie sur la réalisation de notre projet de pays, puisque notre principale tâche comme parti souverainiste, le Bloc québécois, le Parti québécois, notre principale tâche consiste à préparer le Québec à devenir un pays. Nous allons remettre à jour les études sur la souveraineté, mais nous allons également mettre au point de façon très concrète la démarche que nous comptons mettre en œuvre. Donc, j'ai annoncé la création de ce comité stratégique sur la souveraineté. Dans les prochaines semaines, nous choisirons les hommes et les femmes qui vont nous accompagner dans cette démarche et dans ce travail. Alors, il y a des gens qui souhaitaient et qui espéraient sans doute que nous allions baisser les bras. Je leur annonce aujourd'hui qu'ils se sont trompés. Les bras, au contraire, on va se retrousser les manches et nous allons repartir au combat. Pour réaliser le pays du Québec, nous devons remplir deux conditions. D'abord, nous devons gagner les prochaines élections pour avoir la capacité de réaliser la souveraineté. Et par la suite, notre tâche doit consister à construire une majorité souverainiste sans laquelle rien ne sera possible. Pour remplir ces deux conditions, j'ai besoin de tout le monde, mais j'ai besoin de vous en particulier. Nous devons, dès maintenant, nous mettre en marche. Nous devons cesser d'être sur la défensive. Et dans mon cas, je peux vous dire que je cesse d'être sur la défensive. Et donc, je compte sur vous. Je compte sur vous comme nous l'avait demandé René Lévesque, le fondateur du Parti québécois. À un certain moment, il nous avait dit « votre tâche ». Et je vous invite à accomplir celle-là aussi. Votre tâche, c'est de sortir, c'est de parler et c'est de convaincre la population du Québec, vos camarades, que notre avenir passe par la liberté, par la souveraineté et par l'indépendance du Québec. Prochaine bataille, ce sont les prochaines élections. Les jeunes doivent donc comprendre, vous devez comprendre que votre avenir est en jeu à l'occasion de cette élection. Et je crois que les jeunes devraient voter cette fois-ci en masse, ce qui ne fut pas le cas lors des dernières élections. Vous le savez, le Parti québécois a lancé un mouvement. Nous avons demandé au directeur général des élections d'implanter dans chaque cégep, dans chaque université, des bureaux de vote. Ça se fait déjà dans les maisons de retraite. Pourquoi ça ne se ferait pas sur les campus des cégeps ou des universités? Alors moi, j'aimerais que vous soyez nos complices dans cette démarche qui vous concerne et que vous insistiez pour demander l'implantation de ces bureaux de vote ici à l'université, de même que sur tous les campus du Québec. Ces élections qui viennent, elles seront très importantes. Elles seront très importantes pour le Québec, mais elles seront en particulier importantes pour l'avenir des étudiants et des familles québécoises, en particulier la classe moyenne. Vous savez très bien que le tandem Charest-Legault veut augmenter les frais de scolarité de 75%. Ça veut dire plus d'endettement pour les jeunes. Ça veut dire plus d'endettement pour les familles des classes moyennes. Or, vous le savez très bien, c'est vous qui allez payer les pensions de vieillesse, les soins de santé, les dettes contractées par les gouvernements.
C'est parfaitement injuste de vous mettre en plus sur le dos un fardeau supplémentaire. Pour les familles de la classe moyenne qui veulent envoyer leurs enfants à l'université, ça va vite devenir insupportable. Augmenter les frais de scolarité de 75%, c'est une très mauvaise politique. Et quand vous entendez donc le tandem Charest-Legault vous parler d'équité entre les générations, ou de vouloir dire qu'ils allaient faire de l'éducation une priorité, vous savez bien que c'est le son de la duplicité politique que vous entendrez. Je vous dis donc, ne vous laissez pas faire, ça veut dire ça, allez voter. À l'approche de choisir leur prochain gouvernement, les Québécois sont placés devant une situation très claire. D'un côté, le tandem Charest-Legault, apôtres du statu quo, qui ne veulent rien changer de fondamental. Le tandem ne veut d'aucune façon entreprendre la bataille contre le gouvernement de Stephen Harper. Les caquistes essaient de se draper dans le voile du changement. Quand on creuse un peu, cependant, on se rend vite compte que ce qu'ils proposent, c'est essentiellement de prendre le relais du gouvernement libéral de Jean Charest. Sur les frais de scolarité, les caquistes suivent les libéraux. Sur les commissions scolaires, les libéraux suivent les caquistes. Sur les redevances minières, les caquistes suivent les libéraux. Sur les gaz de schiste, les caquistes devancent les libéraux. Et sur l'avenir du Québec, les caquistes sont des libéraux. Ce que promettent François Legault et Gérard Deltel, c'est littéralement un moratoire de 15 ans sur l'avenir du Québec. C'est une position de faiblesse de la CAQ. C'est un chèque en blanc à l'égard de Stephen Harper. Il y a donc d'un côté un tandem, le tandem libéral-caquiste, et de l'autre, le Parti québécois. De notre côté, nous voulons nous battre pour le Québec, nous battre pied à pied contre les assauts du bulldozer Stephen Harper, le gouvernement conservateur. Je partage très fort le sentiment d'urgence de nombreux Québécois à l'approche d'élections qui pourraient être déterminantes pour notre avenir. Le Parti québécois, une formation souverainiste, seul capable de prendre le pouvoir et de faire passer le projet d'un pays québécois du rêve à la réalité. Nous sommes aussi les seuls capables de battre les libéraux, de contrer la CAQ, ce parti qui voudrait faire entrer le Québec en hibernation pendant 15 ans. En ce sens, je suis très consciente que nous avons une énorme responsabilité. C'est celle de nous unir pour réussir. C'est le message que nous devons tous lancer à la veille des élections. Je vous dis, unissons-nous. Nous avons le devoir de le faire au nom de l'avenir du Québec, de notre pays. Ce sentiment d'urgence qui me tenaille prend sa source d'ailleurs à Ottawa. On est aux prises actuellement avec le gouvernement le plus destructeur qu'on n'aura jamais eu depuis Pierre Trudeau, celui des années 80. Tout est en train d'y passer. D'abord, le gouvernement Harper s'attaque à nos valeurs. La destruction du registre des armes à feu, par exemple. C'est un geste purement idéologique, sans aucun fondement rationnel. Et ça heurte nos valeurs. Le gouvernement libéral proteste du bout des lèvres, mais ne fait rien concrètement. Les caquistes, eux, ne disent rien, ne font rien, ne pensent en rien. En fait, si on insiste, ils vont nous répondre « Quoi, vous pensez? On verra. » Je peux vous assurer qu'un gouvernement du Parti québécois va créer un registre des armes à feu. Je crois qu'on le doit bien à la mémoire des femmes de Polytechnique. Le gouvernement Harper a également passé des nouvelles dispositions au Code criminel, dispositions qui sont dignes du Moyen Âge. Ils veulent jeter aux poubelles un modèle québécois de justice qui a pourtant donné les meilleurs résultats en Amérique. Ce sont des lois rétrogrades qu'on veut nous imposer, qui vont remplir les prisons que nous allons nous devoir construire. Construire de nouvelles prisons. Ça va coûter quoi, ça? Des millions de dollars aux Québécois. Qu'est-ce qu'on veut comme société? Qu'est-ce que c'est nos priorités? Dépenser des milliards pour remplir les prisons ou investir dans l'éducation?
Il me semble que poser la question, c'est y répondre. Or, le choix de Stephen Harper est clair. Ce sont les prisons. De notre côté, nous avons annoncé que nous allions exiger le rapatriement au Québec du Code criminel. Un gouvernement du Parti québécois va prendre tous les moyens pour y arriver. Il s'agit de sauver notre système, sauver des centaines de millions et surtout, sauver nos valeurs comme société. Je vous garantis pas cependant qu'on va réussir comme province. Mais je vous garantis par ailleurs qu'un refus d'Ottawa va sûrement faire réfléchir les Québécois. Dans le pays du Québec, il va y en avoir un registre des armes à feu. Et avant de dépenser des centaines de millions dans les prisons, nous allons investir en éducation. Parce que ça, c'est une priorité. Vous savez qu'en matière d'environnement, malgré la négligence libérale, le Québec demeure l'endroit qui émet le moins de gaz à effet de serre per capita en Amérique du Nord. Et puis, malgré la volonté des libéraux et des caquistes, nous avons réussi jusqu'à maintenant à empêcher l'exploitation aveugle du gaz de schiste, préserver notre territoire, préserver nos nappes d'eau phréatique. Gérard Deltel, le numéro 2 de la CAQ, est en faveur de l'exploitation de l'uranium et des gaz de schiste sans condition. François Legault n'a pas daigné écrire une seule ligne sur l'environnement dans son programme. Et François Robello ose le décrire comme un chef vert. Ça nous permettrait d'avoir des doutes. D'accord? Au Parti québécois, nous avons qui? Sylvain Gaudreault, Martine Ouellet, un ancien chef du Parti vert avec Scott McKay. Vendredi, vous l'avez vu, Daniel Breton, fondateur du Parti vert du Québec, de la coalition Québec-Kyoto, maître chez nous au 21e siècle. Daniel Breton a fait son choix. Il a choisi de militer dans notre équipe, celle du Parti québécois. Au Québec, jamais un parti prêt à prendre le pouvoir n'a compté autant de femmes et d'hommes compétents, rigoureux, passionnés pour l'environnement. Et pendant ce temps-là, Stephen Harper renie les engagements de Kyoto, faisant du Canada le renégat international de l'environnement. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les analystes qui en ont fait, qui ont tiré ainsi cette conclusion. Malheureusement pour nous, sur la scène internationale, c'est le Canada qui décide pour le Québec. Et ça va nous coûter cher, très cher, au plan des valeurs, mais aussi parce que nous subirons sans doute les représailles économiques de l'Union européenne. Et surtout, parce que nos intérêts stratégiques nous dictent de réduire et d'éliminer le pétrole importé de notre économie. La menace économique la plus grave qui plane sur nos têtes, c'est le gigantesque déficit commercial du Québec. En 2010, ce déficit commercial a atteint 24 milliards de dollars. Or, une grande partie de ce déficit commercial, de cet argent qui sort de chez nous, est imputable à nos importations de pétrole. Or, nous sommes pris dans un Canada en train de se transformer en État pétrolier. Le Québec doit aller dans la direction exactement contraire. Notre avenir, ce ne sont pas les sables bitumineux. Notre avenir, c'est l'indépendance énergétique, c'est de se débarrasser du pétrole. Et nous le ferons, j'en prends l'engagement. Le gouvernement du Parti québécois va donc continuer dans la voie de Kyoto. Nous aurons une politique étrangère qui nous permettra de clamer au monde que le Canada, ce n'est pas le Québec. Et surtout, avec l'indépendance énergétique, nous lancerons le plus vaste chantier économique de notre histoire. Ottawa va nous mettre toutes sortes de bâtons dans les roues. Mais nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour nos valeurs. Nous allons nous battre pour nos intérêts économiques stratégiques. Et nous allons nous battre pour les prochaines générations. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit lorsque nous parlons de l'environnement. Encore une fois, je ne vous garantis pas
que nous allons réussir à aller jusqu'au bout et assez vite comme gouvernement d'une province. Mais je vous garantis que les obstacles en provenance d'Ottawa vont faire réfléchir les Québécois. Et que dans le pays du Québec, nous serons plus verts, plus prospères, plus fiers aussi. Et pour ce qui est de notre économie, actuellement, je crois que nous avons raison d'être inquiets. Vous avez vu sans doute que la semaine dernière, Jean Charest a organisé une conférence de presse. Il nous a dit quoi? Dorénavant, comme si ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, dorénavant, l'économie sera sa priorité. Ça fait quelques années que cette cassette-là nous est présentée. Mais c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est un endettement record du Québec. Vous savez que ce gouvernement sera responsable à la fin de son mandat de 30% de toute la dette accumulée du Québec, en un seul mandat. Nous avons perdu 51 000 emplois en 2011. Je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, le déficit commercial du Québec est de 24 milliards de dollars, de l'argent qui sort du Québec. François Legault, lui, refuse de se battre contre le gouvernement fédéral. J'ai des nouvelles pour M. Legault, et il me semble qu'il doit bien le savoir, la moitié de nos impôts s'en va à Ottawa. Ce gouvernement fédéral qu'aime tant Gérard Deltel s'attaque avec une rare brutalité à nos intérêts économiques. Quelques exemples. 10 milliards de dollars pour l'auto en Ontario de la part d'Ottawa. Vous savez bien que s'il y a 10 milliards qui vont à pour l'auto en Ontario, il y en a 2 qui viennent de nos poches comme Québécois. 33 milliards qu'Ottawa va payer pour les bateaux de guerre de Stephen Harper. 7 milliards vont provenir de nos poches sans aucune retombée pour le Québec. On va rajouter 30 milliards. 30 milliards pourquoi? Pour les avions de guerre des conservateurs. Des avions qui n'existent pas encore, soit dit en passant, mais que les conservateurs ont achetés sans appel d'offres. Ça va nous coûter un autre 6-7 milliards de plus de nos poches, de l'argent des Québécois. En fait, on constate que le gouvernement Harper est littéralement pris d'une frénésie d'achat compulsif d'armes de guerre. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous allons donc payer des milliards sans retomber chez nous. Et la CAQ voudrait nous faire croire que c'est comme ça, à plat ventre, devant Stephen Harper, que le Québec va s'enrichir. Moi, je crois que ça ne tient pas la route 2 secondes. Avec un gouvernement du Parti québécois, ce sera très clair. Nous allons nous battre sur tous les fronts pour défendre les intérêts du Québec. Nous allons dénoncer les choix budgétaires militaristes d'Ottawa. Le gouvernement Harper ne va pas se laisser faire. Je vous garantis pas que nous allons réussir à freiner le bulldozer conservateur en tant que gouvernement d'une province. Mais je vous garantis par ailleurs que ces débats fondamentaux vont faire réfléchir les Québécois. Je vous garantis que dans le pays du Québec, l'éducation et la santé vont passer avant les armes de guerre. Je peux vous l'assurer. On a beaucoup parlé de la décision de Stephen Harper de couper dans les transferts pour la santé. Au moment où les provinces devront affronter les coûts liés au vieillissement de la population, les conservateurs, eux, décident de couper. C'est ça, le Canada de Stephen Harper. On dépense des milliards pour des armes, mais on coupe en santé. C'est ça qui nous attend avec le statu quo. Le gouvernement fédéral fait ses choix, mais il fait ses choix avec notre argent. Au moment où notre population vieillit, Ottawa coupe en santé. C'est aussi concret que ça, l'indépendance. L'indépendance, c'est de se donner un pays. Ça veut dire prendre nos propres décisions, en fonction de nos valeurs, en fonction de nos besoins, en fonction de nos intérêts. C'est ça, la liberté. Le pouvoir que nous offre la liberté. Et puis, il y a plus que cela. Vous le savez, au-delà des intérêts économiques, environnementaux, il y a la culture. Il y a la citoyenneté, il y a la langue. Ce sont les fondements de notre existence comme peuple. Avec un gouvernement du Parti québécois, il y aura une nouvelle loi 101 sur la langue. Nous allons adopter une loi sur la citoyenneté québécoise, une charte de la laïcité pour affirmer nos valeurs. Le Canada de Stephen Harper ne va pas se laisser faire. Je vous garantis que nous n'aurons pas à affronter
Je ne vous garantis pas que nous n'aurons pas à affronter des recours judiciaires, des hauts cris. Mais je vous garantis cependant que c'est sur ces thèmes en particulier, nous allons aller jusqu'au bout. Je sais que si ce pays, le Canada, veut nous empêcher d'exister, d'être nous-mêmes, ça va faire réfléchir les Québécois. Et je vous garantis que le pays du Québec, il sera francophone et il sera québécois. La souveraineté du Québec, c'est très, très concret. Ça veut dire décider nous-mêmes. L'éducation avant les prisons. La santé avant les armes de guerre. L'indépendance énergétique plutôt que le pétrole bitumineux. Un Québec français, fier, libre. La semaine dernière, un sondage nous apprenait que 70% des gens avaient des craintes importantes à propos de l'avenir du Québec. Ce sentiment d'urgence, il m'habite et il devrait tous nous habiter. Vous, les jeunes, en premier. Il n'y a qu'une seule force politique capable de contrer Stephen Harper, de retourner la situation. C'est le Parti québécois. Ce parti, il ne m'appartient pas. Et pas plus qu'à quiconque. C'est le Parti des Québécois. C'est votre parti, à vous aussi, les jeunes. C'est un instrument qui sert à réunir nos forces. Il y a de la place chez nous, pour tous ceux, pour toutes celles qui veulent que le Québec se batte pour lui-même, pour construire l'œuvre de ses prédécesseurs, pour continuer l'œuvre de ses prédécesseurs, préparer celle des prochaines générations. Il y a une urgence à travailler ensemble sur ce qui nous unit. Ensemble, nous pouvons contrer les politiques de Stephen Harper en nous donnant un gouvernement souverainiste. Et nous sommes capables, ensemble, de convaincre les Québécoises et les Québécois de se donner un pays. Tout dépend de nous et tout dépend de vous. Merci. Je sais qu'on est une très grande salle, ça va se passer dans le calme et l'harmonie. D'accord, donc on a une quinzaine, une vingtaine de minutes pour des questions. C'est certain qu'on n'aura pas le temps de tout prendre s'il y en a beaucoup. Donc je vous prie d'être intelligent avec nous en sortant. Si vous avez une question, vous pouvez toujours nous envoyer, nous autres, au Mézoom, à notre adresse email, mézoomtl@gmail. Et nous, on va se porter garant de votre question pour l'envoyer au Parti québécois et on espère que vous recevrez une réponse si vous avez votre temps ce soir. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur au fond. C'est vous? Oui. Simplement vous nommer. Ça. Bonjour, je m'appelle Éric, étudiant en études internationales, Premièrement, Mme Marois, bienvenue à Montréal. C'est un plaisir d'être là. Deuxièmement, ma question est assez simple. Qu'est-ce que vous dites aux militants de notre parti qui ne sont pas derrière vous à 100%? C'est quoi votre message aux gens qui sont encore d'ici là? Je leur dis que d'abord, s'ils sont souverainistes, et moi je crois que des militants qui peuvent peut-être s'être éloignés du Parti québécois, s'ils sont souverainistes, la seule avenue possible, c'est de réunir les forces souverainistes. Je le disais en fin de semaine, je vous le répète, on ne sera jamais aussi fort qu'unis. Et moi, je suis persuadée que si nous unissons nos forces, et nous sommes capables de le faire, nous pouvons gagner la prochaine campagne électorale. Et je m'excuse pour ceux et celles qui disent « oui, mais c'est être électoraliste ». Bien sûr, pensez-vous que c'est M. Legault ou M. Charest qui vont faire la souveraineté et l'indépendance du Québec? C'est un parti souverainiste qui a la possibilité de prendre le pouvoir. Alors moi, je dis à tous ceux et celles qui sont des souverainistes, ralliez les forces, nous avons besoin de tout le monde. Et nous sommes capables ensemble, je crois, d'aller reconquérir la confiance d'une majorité de Québécois et Québécoises. Excellent. Question? Monsieur au fond. Oui.
Bon, nous n'avons pas voté pour la gratuité scolaire dans notre programme. Cependant, nous avons voté pour un gel des frais de scolarité. C'est pourquoi ce à quoi je faisais référence dans mon discours, c'était cette hausse souhaitée par le gouvernement actuel et par M. Legault et la CAQ. Et nous nous opposons à cela. Vous savez d'ailleurs que comme gouvernement, lorsque nous avons été au pouvoir, nous avons appliqué cette politique. Et l'une des choses dont je suis particulièrement fière, comme chef du Parti québécois, c'est que lorsque mon parti prend des engagements, nous les tenons. Nous souhaitons d'ailleurs, une fois au pouvoir, nous gèlerons les frais et nous souhaitons qu'il y ait un débat sur le financement de nos universités, sur le financement des études universitaires. Je m'appelle Paul Morin, je suis en études internationales deuxième année. Je veux savoir, Madame Marois, vous nous avez clairement montré aujourd'hui que vous teniez derrière la doctrine que vous avez proposée, qui est la gouvernance souverainiste, que vous mainteniez le cap vers cet objectif et vers ce moyen pour arriver à la souveraineté. Je voudrais juste savoir si vous étiez ouverte à un débat sur d'autres moyens possibles, ou si pour vous, c'est figé dans le béton que ce sera avec la gouvernance souverainiste qu'on fera la souveraineté. Alors, je vais utiliser notre expression, nous voulons gouverner en souverainiste. Gouverner en souverainiste veut dire de poser des gestes concrets pour nous amener vers la souveraineté. Dans cet objectif qui est de réaliser l'indépendance, de nous donner un pays, il y a un moyen qui est toujours celui que nous avons privilégié et qui n'a pas été mis de côté, c'est celui d'un référendum. Cependant, quant à moi, d'ici à ce que nous fassions un référendum, et nous allons travailler pour le préparer, je peux vous l'assurer. J'ai annoncé ce matin la création d'un comité de stratégie sur la réalisation de la souveraineté du Québec, et donc nous allons réfléchir à la façon qui sera la meilleure de convaincre une majorité de Québécois de voter pour la souveraineté. Mais d'ici là, moi je veux qu'on cesse de reculer. Et c'est ça de gouverner en souverainiste. Je vous ai donné une série d'exemples dans mon intervention tout à l'heure. Les armes à feu, en passant par le code criminel, en passant par la langue, en passant par Kyoto. Nous allons poser des gestes concrets. Et Ottawa viendra nous contrer s'il veut aller à l'encontre de nos valeurs, de nos intérêts et de nos objectifs. Et cela va nous permettre, je crois, de faire la démonstration que la seule avenue possible pour les Québécois et les Québécoises, c'est de choisir notre liberté, c'est de faire notre indépendance et c'est de nous donner un pays. Et c'est ça de gouverner en souverainiste et prendre tous les moyens honnêtes et légitimes de faire la souveraineté. Quant à nous, vous savez, je fais un grand soupir parce que d'abord, depuis que moi je suis à la direction du Parti québécois, que je siège à l'Assemblée nationale, ça a probablement été les premières questions que nous avons posées. Dès le moment où nous avons constaté qu'il y avait un vrai problème dans l'industrie de la construction, des risques de collusion, de mauvaise utilisation des fonds, de tricherie finalement, de vol, nous avons littéralement jour après jour, et je vois mes collègues de la députation poser des questions assez qu'on nous a trouvé un peu trop agressifs à certains moments, moi en particulier. Mais j'étais convaincue que c'était la chose à faire. Et évidemment, vous savez que M. Charest a, pendant tout ce temps, essayé de justifier que ce n'était pas nécessaire. Et jusqu'à la dernière minute, vous le savez très bien, c'est probablement le barreau qui s'est rendu compte que lorsqu'il avait annoncé une fausse commission, que la commissaire et que ceux qui l'entoureraient n'auraient pas les pouvoirs nécessaires pour faire une véritable enquête publique, il l'a fait trop tard, à mon point de vue. Je souhaite cependant qu'elle donne des résultats, que les coupables soient punis et surtout qu'on cesse de gaspiller nos fonds publics qui, malheureusement, s'en vont sans doute dans la poche de mafioseux. Vincent Blais-Fortin, j'étudie en droit. Ma question, c'est à propos de votre position sur la laïcité des institutions publiques. Moi, je suis le contre, mais vous prônez qu'il n'y ait pas de signe de foi religieuse attentatoire pour l'ensemble des employés. Mais vous ne croyez pas que c'était plus judicieux de faire une distinction entre ceux qui représentent l'État et ceux qui travaillent pour l'État? Pour les personnes qui travaillent à la SAQ, qui délivrent des permis, qui juste travailler, contrairement que les gardiens de prison, eux, représentent l'État? J'allais dire, on ne peut pas être à moitié enceinte.
On l'est ou pas. Hein? Bon. C'est une expression qu'on utilise souvent pour dire où la position elle est claire, où elle est ambiguë. À ce moment-là, on est obligé à chaque jour de définir est-ce que ce poste-là, il représente l'État, est-ce que c'est l'État en autorité. Alors moi, je crois que l'État doit être neutre, doit être laïque. Nous avons décidé cela il y a longtemps. Ça ne s'est pas toujours concrétisé. Moi, vous savez, j'ai été ministre de l'Éducation. Vous êtes jeune, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai été ministre de l'Éducation. Et j'ai obtenu un changement constitutionnel à Ottawa, ce qui est assez exceptionnel de la part d'un gouvernement souverainiste. J'ai obtenu un changement constitutionnel pour que nos commissions scolaires et nos écoles ne soient plus confessionnelles, elles étaient ou protestantes ou catholiques, mais qu'elles deviennent neutres. Parce que nous accueillons des milliers de nouveaux Québécois qui pratiquent, qui ont des convictions différentes les uns des autres, et je crois que notre école, elle doit être laïque et neutre à cet égard. Mais l'État a aussi cette même responsabilité, et quant à moi, quand je parle d'une charte de la laïcité, je veux que ce soit bien clair, pas de signes ostentatoires dans notre fonction publique, qu'on soit derrière des portes closes d'une administration ou qu'on soit à un comptoir de la SAQ ou de la Régie des Rentes du Québec. Bonjour, je m'appelle Marie-Jeanne, je suis étudiante en éducation. Je voulais savoir quelle était la position du Parti québécois quant à l'abolition des commissions scolaires et à l'évaluation des professeurs qui sont proposés par la CAQ et endossés généralement par le Parti libéral. Bon. D'abord, sur la question des commissions scolaires, nous avons entrepris au Parti québécois une réflexion. Nous pensons qu'il y a matière à sûrement améliorer le fonctionnement des commissions scolaires, à faire en sorte qu'ils aient plus d'assises dans la population, parce que vous savez que les problèmes actuellement des commissions scolaires, c'est que le taux de participation au vote est le plus bas qu'on connaisse dans toutes nos institutions. Alors nous sommes à réfléchir sur des changements qui pourraient apporter pour améliorer le niveau de démocratie de nos commissions scolaires. Mais je vais ajouter quelque chose sur ça. Souvent on nous dit, au Québec, les institutions sont trop centralisées. Tout est décidé à Québec. Or, nous avons des institutions qui sont décentralisées. Que sont les commissions scolaires? Sinon, c'est 3000 écoles qui vont relever directement de Québec. Il y a quelque chose qui n'a pas de bon sens. Mais cependant, il y a quelque chose à faire pour corriger le tir en ce qui a trait aux commissions scolaires. Moi, je crois qu'en ce qui a trait à l'évaluation des profs, ça existe déjà, soit dit en passant. La différence avec M. Legault, par exemple, c'est que lui, il dit « je vais les rémunérer en fonction des résultats qu'ils vont obtenir ». Moi, je vais vous dire, je suis farouchement opposé à cela. J'ajoute aussi que j'ai été très en contact non seulement avec le système scolaire québécois par ma fonction de ministre, mais j'ai 4 enfants qui ont votre âge maintenant, un peu plus vieux, et qui ont fréquenté les écoles publiques du Québec. Et moi, je peux vous dire que dans certaines écoles qui sont confrontés avec des problèmes de pauvreté, des problèmes de difficultés de jeunes qui ne réussissent pas, si on se met à évaluer l'enseignant sur le fait que des jeunes ne réussissent pas alors qu'ils vivent des problèmes tellement plus compliqués et plus exigeants, je crois qu'on serait profondément malhonnête à l'égard de nos enseignants et nos enseignantes. Monsieur, juste à côté de la caméra. Oui. Bonjour, je m'appelle Simon Bellil. Je suis étudiant en politique et économie à l'Université de Montréal. On sait avec ce qui s'est vu en Europe, là, la crise économique, puis tout ça, on a besoin d'un État, si on veut, qui va avoir un développement économique qui va être stable. Vous, en tant que peut-être futur première ministre du Québec, c'est quoi vos positions là-dessus et qu'est-ce que votre parti ferait pour assurer le développement économique stable? Bon, d'abord, il y a une chose que je ne ferais surtout pas. Je ne vendrai pas nos ressources naturelles à rabais, comme le fait M. Charest à l'heure actuelle. Une position très claire sur celle-là, c'est que d'abord on taxe à la source, on s'assure qu'à la source, au moment où on extrait une ressource naturelle, il y a de l'argent qui est versé à l'État québécois, donc aux citoyens. Ensuite, il y a des redevances. Ensuite, il y a des taxes sur les profits qui sont fonction évidemment de leur importance. Et donc dans ce sens-là, et ensuite nous devons prendre des participations dans les entreprises. Cette ressource, elle nous appartient, elle n'est non renouvelable. Alors ça, c'est une première chose sur toute la question des ressources naturelles. Je vous ai indiqué dans mon intervention que je voulais qu'on lance un vaste chantier d'indépendance énergétique.
Sous ce mot indépendance énergétique, il y a l'électrification de tous nos transports commerciaux, nos transports en commun, nos transports individuels. Pour quelques expériences ici et là, mais des investissements majeurs. Nous avons une ressource renouvelable, notre or bleu, qui est notre eau, qui produit de l'hydroélectricité. Nous avons aussi du vent, que nous devrions utiliser à meilleur escient avec le pouvoir éolien. Donc, il y a matière, en domaine de l'environnement, de nos ressources naturelles, à lancer de vastes chantiers qui vont nous permettre de créer de la richesse au Québec, de lutter contre les gaz à effet de serre, d'avoir un impact significatif sur l'environnement et d'assurer aussi une certaine stabilité économique à cet égard. Et ça fait partie de notre plan et de mon plan d'action. Merci. Bonjour. Non, je crois que nous sommes une formation politique qui a des positions progressistes sur beaucoup de thèmes qui concernent notre vie collective. Mais quant à moi, je crois que de chercher une société plus juste, plus équitable, de vouloir vivre dans une société qui va mettre de l'avant l'égalité des chances, créer de la richesse pour être capable aussi de mieux la partager. Moi, je crois que ce sont des valeurs qui sont autant de droite que de gauche. Le Parti québécois a toujours été une coalition d'abord de gens qui veulent la souveraineté du Québec, qui veulent que le Québec soit un pays. On a plutôt tendance à être, dans notre jargon politique, à être de centre-gauche, au sens où on a des politiques assez progressistes, mais qui, je crois, sont des politiques qui aident aussi à créer de la richesse. Je vais vous donner un exemple dont je suis très fière. C'est moi qui ai fait adopter la politique sur les services de garde à la petite enfance avec la création des centres de la petite enfance. Il y a des économistes très sérieux, Luc Godbout, Pierre Fortin, qui ont fait une analyse et qui ont fait la démonstration que les sommes investies dans la petite enfance au niveau des services de garde rapportaient au Québec, pour chaque dollar investi, 1,06 $ en retour. Parce que des gens sont retournés sur le marché du travail, ont commencé à payer des impôts, parce que des gens ont travaillé, ont payé des impôts, parce que des jeunes sont retournés aux études, des jeunes et des moins jeunes. Et dans ce sens-là, moi je crois que d'avoir des politiques progressistes, si on est capable de faire les bons choix, peuvent rapporter à un État et non pas lui coûter. Et dans ce sens-là, j'espère qu'au contraire, tous ceux et celles qui sont des souverainistes de gauche ou de droite vont rallier les troupes du Parti québécois. Monsieur avec le carré. Ok, d'accord. Alors que le député de l'Arbois cette semaine demandait quelle était votre position claire parce que une possible alliance ou coalition avec Québec solidaire et ou autres partis souverainistes. Bon, alors, vous savez que j'ai demandé à des gens près de mon équipe d'évaluer cette possibilité-là, d'en faire l'analyse. Je vais en discuter avec les gens de mon caucus, éventuellement avec les membres de notre formation politique. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas voulu en faire état sur la place publique parce que je crois que c'est le genre d'échange qu'on doit faire avant d'arriver avec des propositions concrètes. Alors, je suis toujours à cette étape d'évaluer cette situation et éventuellement d'arriver avec des propositions concrètes s'il y a lieu de le faire. Une dernière question. Donc, qui choisit? Je vous laisse, Julien, faire ça. Okay. Mademoiselle, juste là. Bonjour. Je suis Catherine Joubert, étudiante en sciences politiques. J'avais une question par rapport à si on effectue la souveraineté, quel genre de message on envoie aux autres communautés francophones dans l'extérieur du Québec? Est-ce qu'on n'a pas un peu le sentiment de les laisser tomber dans leurs valeurs un peu plus proches de celles des Québécois qui du Canada anglais? Bon, moi je crois d'abord qu'on devra toujours être solidaire des francophones qui vivent dans les autres provinces. Et au contraire, peut-être que nous aurons davantage de moyens pour les aider, pour les accompagner, pour les soutenir et pour faire des combats et des batailles à leur côté. Vous savez que c'est un gouvernement du Parti québécois qui a adopté les premières politiques de reconnaissance des communautés francophones ailleurs, dans les autres provinces, que ce soit au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba ou ailleurs à travers le Canada. Et je peux vous dire que, au contraire, l'indépendance du Québec va nous donner plus de moyens
pour être encore plus actifs auprès d'eux, pour les défendre, les faire reconnaître et surtout faire respecter leurs droits. Ce que le Québec a toujours fait à l'égard de sa minorité anglo-québécoise, et je crois que les autres provinces devraient avoir exactement la même attitude à l'égard des Franco-Canadiens. Merci beaucoup de votre attention, et je vous dirai comme dernier message, vous êtes notre relève. Je sais que ça fait un peu vérité de la palisse. Vous êtes notre avenir et la souveraineté, ça passe par vous, par votre décision, par votre engagement. Merci.